Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver depuis Paris avec un animateur que l'on aime et qui nous a laissé des souvenirs joyeux, Philippe Risoli. Bonjour Philippe. Bonjour, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Très heureux de vous retrouver. Il y a quelques jours, Bob Barker, 99 ans, animateur historique du Juste Prix aux États-Unis, nous a quittés. C'est une disparition qui vous a ému? Oui, c'est une disparition qui m'a ému. 99 ans, vous vous rendez compte? J'espère, je touche du bois, j'espère faire comme lui. Hein. C'était un golfeur. Alors je l'ai rencontré, Bob Barker, je l'ai rencontré à Los Angeles en 1989. On a échangé. Je ne savais pas que j'allais faire le Juste Prix à cette époque-là, puisque je faisais un autre jeu d'un autre grand animateur qui malheureusement aussi nous a quittés, qui s'appelait Alex Trebek, et qui lui faisait Jeopardy. Que j'ai à l'époque que je présentais, mais j'en ai profité pour voir Bob Barker, un homme absolument charmant, une star énorme aux États-Unis, et qui a présenté le Juste Prix, sauf erreur de ma part. Il a dû prendre les commandes en 1972 et il l'a animé jusqu'en 2007. Et ensuite, il faisait des petites apparitions comme ça, ponctuelles, sur des prime time et sur d'autres jeux, parce que c'est pas le seul jeu qu'il a animé, mais c'est le jeu qui l'a rendu vraiment star. Et alors, il y a un détail, vous savez, moi, on me disait toujours que je faisais tourner le micro, mais lui, il ne le faisait pas tourner, mais il avait un micro très long. Vous savez, en France, les micros sont des... Plutôt courts, ouais. Voilà, plutôt courts. Là, c'était un micro, il était grand comme ça, avec une petite tige en fer très grande, et en fait, il le tenait comme ça, vous voyez, il était comme ça, il le tenait comme ça, et il parlait, c'était très loin de la bouche, le micro. Et ça m'avait frappé, parce que j'avais assisté à des enregistrements de Price is Right. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai été peiné de voir Alex Trebek, Jeopardy, et le Motus américain aussi partir. Puis maintenant, c'est lui, c'est Bob Barker. Bon, c'est la vie. Bon, 99 ans, il aura bien vécu. Et puis, il laisse un immense souvenir. C'était une star. Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu dans les médias. Nous, notre dernière interview, c'était en 2019. Je suis bien vivant, apparemment. On est bien vivant. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie depuis lors. Depuis 2019? Oui. Enfin, vous voulez dire professionnellement? Professionnellement, sur le plan privé aussi, on va en parler. Professionnellement, j'ai entamé une carrière de comédien de théâtre, donc je joue au théâtre. Là, en ce moment, j'ai pas de pièce parce que je me consacre vraiment à la sortie du livre dont on va parler. Dites bien à mon fils que je l'aime. Donc, professionnellement, ça a été le théâtre, avec jusqu'à juin dernier une pièce qui s'appelait Bonne Pioche. Pièce très drôle, très sympa à jouer, avec un personnage étonnant à interpréter, et que j'ai interprété aux côtés d'Elisa Servier, qu'on connaît bien, qui est une très belle et très excellente comédienne surtout. Je dis très belle parce que c'est vrai qu'elle a une plastique sympathique, et partager l'affiche avec elle est très agréable. Voilà, et puis dans ma vie privée, ça a été un tout petit peu moins joyeux parce que j'ai perdu, dans des conditions que je relate au tout début de mon livre, j'ai perdu mon père, qui était la dernière personne de cette génération à m'avoir vu naître et à m'avoir accompagné tout au long de ma jeunesse, tout au long de mon enfance, de ma préadolescence puis mon adolescence. Et mon père, avec ma mère, mes oncles, mes tantes, etc., ont fait de moi, ont participé à ma construction. Et c'est pourquoi, donc ça se passait en juillet 2021, vous voyez, c'est pas très vieux. Et partant de là, moi j'ai voulu justement rendre hommage à ma famille, à mes parents en particulier. Ce livre leur est dédié, à ma mère, à mon père, et écrire sur à la fois toute une époque, ces années 60, 70, 80, qu'on a appelé à une certaine époque, si on englobe les années 50, les 30 glorieuses, ces années-là, et puis à la fois sur cette famille qui m'a accompagné, et en filigrane, ma passion pour la radio, pour la télévision, là, comme on fait aujourd'hui. J'ai encore un petit coup d'œil caméra, comme on fait aujourd'hui. Oui, parce qu'ils sont là, ceux qui nous regardent. Ils se disent, mais on ne le voit que de profil. Mais non, regarde, de face, c'est toujours pas mal, là. Hein. Alors, c'est comment vous trouvez la petite barbichette, là? Ça vous donne un style. Ah, c'est un style. Et puis c'est l'été, on peut se laisser un peu plus aller en été aussi. C'est la fin de l'été, mais voilà. C'est encore l'été, on est d'accord. Donc voilà, donc en filigrane dans ce livre, c'est ma passion de la radio, de la télé, avec, je vous dis, cet hommage à mes parents, mon côté italien, fils d'immigré d'un côté, breton de l'autre. Voilà, mais je vous laisse continuer, parce que vous avez remarqué que je suis toujours très bavard. Hein. C'est une bonne chose pour une interview.
Vous débutez ce livre le 22 décembre 2017. Oui. Votre papa est alors... Non, c'est le 17 décembre 2017. 17 décembre. Votre papa est alors âgé de 90 ans. Vous êtes à ses côtés lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer de la plèvre causé par l'amiante. Votre papa va alors vous raconter quasiment pour la première fois son enfance en Italie, la guerre, son arrivée en France, la rencontre avec votre mère aussi. Et c'est tout cela qui vous a donné envie de coucher sa vie et la vôtre sur papier. Vous avez parfaitement interprété mes propos, c'est ça. Avec mon père, ça n'a pas toujours été facile. Autant avec ma mère, c'était un boulevard, on s'adorait. Mon père m'adorait et je l'adorais aussi. Mais il avait un côté sévère. Oui, quand j'étais enfant, c'était quelqu'un de sévère. C'était sa génération, la génération de cette époque, le milieu des années 50 et toutes les années 60. C'était généralement, et c'est souvent le père qui représentait l'autorité. Mon père avait une enfance difficile, fils d'immigrés, arrivant en France. Au moment où il est préadolescent, c'est la guerre, 39-40. Les Italiens sont officiellement les ennemis des Français, donc ils sont mal vus. Et puis il avait un père qui voulait absolument que ses enfants s'intègrent à la société française. Vous voyez, ça nous ramène à des problèmes d'aujourd'hui avec l'immigration aujourd'hui, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, c'est un peu la même chose. Hein. Donc voilà, donc il avait eu une enfance pas facile à vivre au quotidien. Et lui voulait ma réussite, mais pour ma réussite, ça y allait, on serrait la vis, comme on dit. Il était très sévère, mais moi ce qui m'étonne, c'est qu'il vous a toujours soutenu. Toujours. Il ne s'est jamais opposé à ce que vous viviez vos rêves. Jamais, il ne s'est jamais opposé, il m'a aidé. On me dit toujours mon père, mais ma mère, pareil, hein, bien sûr. Évidemment. Oui, il m'a soutenu, il m'a encouragé. Avec parfois des doutes, parce qu'il n'y croyait pas. C'est pour ça que j'ai fait des études de droit assez longues, parce qu'il voulait absolument, aussi bien ma mère que mon père, que j'ai une base très solide, de quoi me retourner si jamais il y avait un accident de parcours. Et ça les a rassurés. Ça les rassurait. Puis alors, le jour où j'ai obtenu mes maîtrises en droit, en sciences de l'information, de la communication, et où j'ai commencé un doctorat, mon père il était fier, il était heureux, mais quand je lui ai dit, tu sais, je ne vais pas faire avocat, même si j'aurais pu le faire, je crois que j'aurais adoré faire ce métier, mais j'aurais aimé faire ce métier, mais je n'avais pas la passion comme j'avais la passion de la télévision et de la radio. Donc je me suis dit, je veux tenter le coup. Et là il m'a mis en garde en me disant on ne connaît personne, on ne peut pas t'aider. Personne de ma famille n'avait aucun rapport avec ce milieu. J'étais issu d'un milieu, je le mets très entre guillemets parce que j'ai eu une enfance très heureuse, mais un milieu modeste. Hein. Donc on ne connaissait personne. Cet univers de la radio, de la télévision, c'est pour ceux qui n'en font pas partie, c'est toujours un univers un peu clair-obscur, c'est-à-dire on ne sait pas très bien ce qui se cache derrière tout ça. Bon, bref, ça fait peur. C'est un milieu qui, pour la personne extérieure, peut faire peur. Et mes parents étaient un peu angoissés, plus encore peut-être mon père que ma mère. Mais une fois que j'ai réussi, là, mon père, il était heureux. Ma mère n'en parlait jamais, c'est-à-dire que, sauf si vous lui posiez une question sur moi précisément, elle y répondait, mais avec un minimum de mots. Alors mon père, lui, alors à la fin, lui, c'était allons-y, quoi. C'était la grande fierté. Ah oui, il était assez bien. Mais donc, on a eu pendant toute mon enfance, mon adolescence, etc., des rapports, on avait du mal à se comprendre. On n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Autant avec ma mère, encore une fois, c'était le premier amour de ma vie, ça le restera à tout jamais. On se comprenait très bien, on se regardait, j'avais même pas besoin de parler. Tant avec mon père, c'était un peu plus compliqué. Et finalement, curieusement, on a fini par se connaître vraiment après le décès de ma mère en 2004, parce que là, il s'est retrouvé tout seul à la campagne. J'ai commencé à faire des allers-retours sans arrêt pour aller au voir, cinéma etc. avec lui, Je n'avais jamais mis les pieds au cinéma avec mon père, jamais, ni avec ma mère d'ailleurs, sauf une fois quand j'étais petit dans le préau de l'école, pour y voir Fanfan la Tulipe, qui était devenu mon héros, voilà. Mais, et à partir, vous voyez, là on est dans un quartier, c'est le quartier à Paris du Jardin du Luxembourg, dans le 6e arrondissement. Quand on descend un petit peu plus bas, il y a plein de cinémas.
Mais c'est c'est un milieu très étudiant ici. Et moi j'ai fait mes études de l'autre côté du jardin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aussi aujourd'hui, à la faculté d'Assas, à Paris 2. Puis après je suis passé là. Si tout à l'heure vous tournerez, on verra le Panthéon. Non pas que je veuille y terminer, ça me ferait plaisir, mais ça m'étonnerait qu'on pense à moi. Mais juste en face, vous avez la fac Panthéon-Sorbonne. Et j'ai fini mes études là. Mais donc c'est un quartier étudiant et c'est un quartier où il y a plein de cinémas d'art et d'essai. Si on m'avait dit un jour que j'emmènerais mon père dans les cinémas d'art et d'essai pour voir des films et qu'il adorait, mais j'ai découvert ça 4-5 ans avant qu'il disparaisse. Donc à partir de là, il s'est mis à me raconter son enfance en Italie, pourquoi il ne parlait pas italien, il ne parlait plus italien, la guerre, etc. Et ça m'a vraiment touché, quoi. Et finalement, je finissais par comprendre le pourquoi de son attitude vis-à-vis de moi, qui était franchement trop sévère. C'était beaucoup trop sévère. Moi, j'ai pas eu cette sévérité avec mes enfants. Voilà. Je me rappelle, c'est ce que je dis avec humour dans le livre. Tu la vois celle-là. J'avais pas le temps de répondre qu'elle était déjà partie, vous voyez. Donc, le 16 juillet 2021, votre papa s'éteint à l'âge de 93 ans. C'est ça. Comment avez-vous vécu sa disparition? Je l'ai très mal vécu. Très mal vécu parce que, en même temps, ça a été presque une délivrance parce qu'il souffrait tellement. Vous savez, il me disait, et ça pose aussi, tiens, ça un problème, le problème de la fin de vie. Bon, en Belgique, ce problème-là n'existe pas vraiment, mais en France, il existe. Quand on en a marre, quand on souffre trop, quand on est lucide, évidemment, moi il me disait je veux partir, pourquoi il ne me laisse pas partir? Que je lui réponde, pas lui répondre bah papa parce que c'est la loi, c'est quelqu'un qui souffre comme ça. Et puis est arrivé alors le 16 juillet c'est le jour où il est décédé, mais est arrivé le 15 juillet, c'est-à-dire la veille, où je l'ai vu pour la dernière fois vivant et où je me suis approché de son lit comme ça, et puis il m'a susurré, parce que le cancer de la plèvre est un cancer dû à l'amiante uniquement, et qui va faire que votre plèvre qui entoure le poumon s'épaissit, va vous empêcher de respirer. Et donc c'est une mort lente, c'est un supplice chinois, c'est atroce. Et donc il avait du mal, il parlait un peu comme ça, quoi. C'était un peu bon. Et quand je me suis approché, j'ai cru que j'avais mal compris sur le coup. Il m'a dit va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Je me suis dit j'ai du mal comprendre. Je me suis dit, il a dû me dire je vais mourir, ou j'avais compris mourir. Et alors je me rapproche, je lui dis j'ai pas compris. Il me dit va-t'en, puis là avec sa main, il me faisait comme ça. Va-t'en, je veux pas que tu me vois. Et comme mon père a toujours été quelqu'un de directif qui tapait du poing sur la table, là il avait plus la force, mais je voyais dans son œil que c'était comme quand j'avais 10 ans. C'était bon allez maintenant, comme selon son expression, tu te débines. Il disait ça, débine-toi. Bon, c'est difficile à accepter. Ouais, c'est difficile. Alors, j'ai fait 3 pas en arrière, je me suis retrouvé sur le pas de la porte. Et là, une infirmière qui était présente est venue me voir, il m'a dit il faut partir. Faut pas rester, il faut partir, c'est son souhait. Il a fait demander à l'une d'entre elles de vous transmettre, dites bien à mon fils ça, c'est le lendemain. Que je l'aime. C'est-à-dire que donc je suis parti, à regret, mais je suis parti. Je suis rentré ici, à Paris, chez moi. Et le lendemain, à 17h, une infirmière m'a appelé en me disant voilà, votre père est parti. Sereinement, il était apaisé, mais avant de partir définitivement, avant de fermer les yeux complètement, il nous a dit distinctement, dites bien à mon fils que je l'aime. Ah, ça vous prend. J'ai trouvé que cette phrase était magnifique, parce qu'avec mon père, on ne s'est jamais dit qu'on s'aimait. Il n'est jamais trop tard alors. Jamais. Et donc je me suis dit, je vais prendre cette phrase et je vais en faire le titre de mon livre, puisqu'il savait que j'écrivais un livre. Je l'avais commencé avant ça. Alors j'étais sur le point de lui en lire quelques passages, et notamment les passages, parce que vous avez vu que c'est un livre un peu... Avec des flashbacks. Avec plein de flashbacks. Et donc à un moment, on se retrouve en plein dans les années 40, ici à Paris, c'est la guerre, c'est l'occupation allemande, c'est bon. Et je voulais lui raconter ce que j'avais écrit là-dessus pour être sûr que je n'avais pas dit de bêtises et que c'était... Et j'ai pas eu le temps. Voilà. Comment est-ce que vous vous êtes relevé de cette épreuve? En même temps, si vous voulez, on peut se dire, bah oui, mais attends, c'est comme Bob Barker, 99 ans. Mais en même temps, on n'est jamais préparé à perdre ses parents. Je suis d'accord, mais enfin 93 ans, comme il me disait, tu sais, je vais bientôt mourir, mais j'ai vécu, j'ai finalement eu une belle vie, j'ai eu des enfants, j'ai eu des petits-enfants, il adorait mes enfants, donc ses petits-enfants. Il a eu le temps de voir son arrière-petit-fils, Léo, qui est mon petit-fils. Il a eu le temps de le voir, j'ai des photos de lui avec. Donc il me disait, j'ai vécu,
j'ai adoré ta mère. Dans son esprit, il disait je vais la retrouver, je vais la retrouver. Alors j'espère qu'il l'a retrouvée, j'espère que ça se passe bien entre eux. Parce que j'étais du coup habitué à être chacun de leur côté. Mais bon, encore une fois, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Alors, c'est pas une mort subite, il n'avait pas 17 ans, il est pas. Voilà, donc la vie continue. Moi, avec moi, mon père, ma mère sont présents. J'ai des photos. Maintenant, j'ai ce livre. Il y a plein de photos dedans où ils sont. Vous permettez aux Français et aux Belges de connaître vos parents aussi bien sûr, à travers ce livre. Bien sûr, évidemment. Parce que c'est ce qu'on appelle une famille française. Et je suis sûr que tous ceux qui vont me faire l'amitié de découvrir cette histoire, encore une fois, qu'on ne se dise pas, il nous raconte sa télévision, et ça. Non, c'est pas ça le livre. C'est l'histoire d'une vie. Voilà, c'est l'histoire d'un début de vie. Parce qu'il y aura la suite. Parce que je ne vais pas raconter, mais ça, à un moment, ça s'arrête. C'est un peu comme les nouvelles séries maintenant. Il y a du suspense et on attend la suite. Il y a du suspense et on attend. Mais enfin, déjà, là, quand on parcourt ce livre, quand on lit ce livre… On se dit quelle vie. On a déjà, parce qu'il m'en est arrivé quand même pas avant de faire de la télé et de la radio. Et puis, je trouve ça intéressant aussi de comprendre comment des gens comme moi qui n'ont aucun rapport à la base avec ce métier, finalement, quand vraiment on a une passion, quand vraiment on a envie de l'assouvir, comment en se débrouillant, en réfléchissant, en étant un petit peu malin, en rencontrant les gens, en discutant, comment on arrive à avancer. Ça, c'est intéressant. Avancer sur son chemin. Oui, avancer sur son chemin. Celui qui vous était destiné, avant même votre naissance. Une voyante avait prédit à votre mère que vous seriez connu et que l'image tiendrait une place prépondérante dans votre vie. Voilà, ça peut paraître surprenant, mais elle me l'a toujours raconté, elle m'a toujours raconté ça. Mais alors il y avait une condition, il fallait que je me prénomme Charles. Or je m'appelle Philippe. Alors je m'appelle mes prénoms Philippe parce que c'est un prénom que mes parents aimaient bien, Jean parce que c'était le prénom de mon parrain Jeannot, Jean, Louis parce que ma marraine, la sœur de mon père, se prénommait Louisette, donc Louise, donc Jean-Louis. Donc ça faisait 3 prénoms, Philippe, Jean-Louis. Et puis ma mère a dit, non mais attends, il y a la voyante qui a dit il faut l'appeler Charles, donc on m'a rajouté Charles. C'est Philippe, Jean-Louis, Charles. Voilà. Justement, cette Louise, votre grand-mère, elle vivait avec vous. Elle occupe une place importante dans votre vie. Alors, je ne parle pas de la même Louise. Hein. Là, c'était Louise, ma marraine. Voilà. Ce qui Louisette, ma tante. Mais la Louise dont vous parlez, vous, c'est ma grand-mère maternelle. Exactement. Elle, ma grand-mère bretonne. Alors, c'est très marrant parce que quand ma grand-mère italienne est arrivée en France, elle ne parlait pas un mot de français. Il a fallu qu'elle apprenne à parler français. Mais quand ma grand-mère bretonne du Morbihan, de la ville d'Ennebon, est montée à Paris et qu'elle est arrivée pas loin d'ici, gare Montparnasse, elle ne parlait quasiment pas un mot de français parce qu'à cette époque-là, on parlait breton. Elle parlait, sa langue, c'était la langue bretonne. C'est ça. Et quand imaginez quand les deux grand-mères se rencontraient, une parlait en italien, l'autre en breton, et ils arrivaient à se comprendre. Finalement. Je crois qu'elles s'aimaient bien, elles s'appréciaient toutes les deux. Donc voilà, et j'avais une passion pour cette grand-mère-là. J'aimais l'autre aussi, mais elle, j'étais plus proche parce que elle vivait avec nous, je dormais dans sa chambre, pas dans le même lit, hein, mais je vivais avec elle. C'était ma deuxième maman, si vous voulez, parce que ma mère travaillant, je passais mes journées, moi, avec ma grand-mère. Et j'adorais cette femme. C'est pour ça que je voulais rendre hommage à tous ces gens, parce que j'en étais très proche. Et que je pense que dans une vie, on a 2 familles. La première, celle qui vous voit naître, qui vous accompagne l'enfance, l'adolescence, vous devenez un jeune homme, puis tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, un ou une partenaire, avec qui vous allez commencer une nouvelle vie, vous allez vous éloigner, même si j'étais toujours très proche de mes parents évidemment, mais vous éloigner un petit peu de cette première famille pour fonder une autre famille. Vous avez vécu la première partie avec vos ascendants, vous la continuez avec vos descendants, qui sont mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc., etc. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant de leur rendre hommage, quoi, et d'en parler comme j'espère, j'en parle du mieux possible. Voilà. Avec beaucoup d'amour en tout cas. Votre papa a fait une belle carrière dans le monde de l'imprimerie. Oui, beaucoup de ma famille, côté de ma mère d'ailleurs, ils étaient tous plus ou moins dans l'imprimerie. Votre maman était secrétaire de direction. Oui. Vous avez eu une enfance heureuse, vous me disiez. Dans un journal aussi, hein, une revue qui traitait
de nautisme. Et ça s'appelait Bateau, qui existe toujours d'ailleurs. Oui, j'ai eu une enfance très heureuse, mais modeste. Je veux dire, moi, ma passion, j'avais 2 passions, c'était la musique, le cinéma. J'allais au cinéma tout le temps, mais tout seul, parce que mes parents ne m'ont jamais emmené au cinéma. Donc. Seul ou avec des copains? Oui, avec des copains. Ah oui, quand je dis seul, c'est pas avec mes parents. Mais j'étais évidemment, on était une bande de copains. Tous les jeudis après-midi, on était dans un cinéma dans le 18e arrondissement de Paris, qui s'appelait Le Nez. Et on voyait tous les westerns, toutes les séries B du moment, Là, j'ai une culture, je peux vous dire, vous ne me prendrez pas en défaut. Je connais toute cette période parce que je les voyais toutes. Puis alors après, on allait dans un quartier qui maintenant est devenu l'hôpital Bichat à Paris, qui est un hôpital renommé. Et ça s'appelait la Zone. Et dans cette zone où il y avait des renards, des rats, tout ce que vous voulez... nous, on allait jouer, si on avait vu Ivanhoé, on allait sur le marché du coin, on prenait des cajots, on faisait des épées, on se faisait des boucliers, on se faisait des trucs, et puis allons-y, on se tapait sur la figure, on essayait de reproduire, il y avait le gentil, il y avait les méchants, alors suivant le jour, on était gentil ou méchant, et puis après, tout ça se terminait autour d'un lait fraise ou d'une grenadine offert par la mère d'un parent. Il y avait une mixité totale, il y avait de tout dans mon quartier, c'est-à-dire des blancs, des noirs, des arabes, des juifs, tout ça, mais on s'en foutait complètement. Je veux dire, jamais, on ne parlait ni de religion, il n'y avait aucune différence. Par contre, c'était que des mecs. Il n'y avait pas une fille avec nous. Parce que à cette époque-là, il y avait l'école de garçons, l'école de filles, et moi, dans mon école, c'était les garçons. Donc on n'en connaissait pas encore. On les voyait de loin, mais on ne les connaissait pas, non. Vous expliquez dans ce livre que c'est auprès de votre maman que vous avez appris le sens de la répartie. Oui, parce que ma mère était secrétaire de direction donc dans cette revue. C'est elle qui était chargée de recevoir des célébrités, les Tabarly, les Collat, les grands navigateurs de toute cette époque. Si vous voulez voir le Big Boss, il passait par ma mère, donc elle les côtoyait, puis elle sympathisait avec eux. Et puis il y avait le fameux salon du bateau tous les ans une navigation de plaisance, tous les ans au CNIT de Paris, qui est un énorme monument précurseur de ce qui est devenu maintenant la Défense, et elle y allait, et c'est elle qui recevait toute la clientèle importante, parce que quand vous achetez un bateau, vous voyez, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ce sont des gens généralement importants. Et donc, elle avait vraiment de l'allure, elle avait une prestance, elle avait de la classe, et surtout, elle était habituée à répondre du tac au tac, à parer à toute éventualité, alors qu'elle ne connaissait pas grand-chose en bateau, finalement. Et vous vous êtes imprégné de ce style. Oui, parce que voilà, c'était... En fait, si vous voulez, mon père et ma mère était plutôt une intellectuelle, mon père était plutôt un manuel. Mon père, il vous prenait... c'est rien, moi, une machine à coudre, il pouvait vous en faire un barbecue, vous voyez, mais il était très très doué de ses mains. Par contre, il ne s'exprimait pas énormément. Il avait plein d'idées, et puis il savait aussi de quoi il parlait. Mais en public, il n'était pas bon, c'était pas son truc, quoi. Alors que ma mère, c'était l'inverse. Ma mère a compris très tôt mon intérêt pour les médias et l'image, dites-vous. Oui. Jacques Pradel a été un soutien précieux pour vos débuts en radio. Très précieux, je le salue. Si d'aventure il invente cette émission, j'aimais beaucoup Jacques. Jacques, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de sa réalisatrice. Moi, les femmes ont souvent joué un rôle important dans ma carrière. Mon charme naturel, sûrement. Et donc, sa réalisatrice me l'a présenté, on ne peut pas dire me l'a présenté, mais est intervenu pour qu'il le prenne en note. Je venais de quitter une autre radio qui s'appelait Sud Radio, et puis une à Paris qui s'appelait Le Poste Parisien, et je commençais ma carrière. Et j'avais une idée, c'était de me poser la question, est-ce qu'un rocker peut vieillir? J'avais appelé ça Rock Malédiction ou le cimetière des éléphants. Et j'étais allé à New York peu de temps avant, c'était mon premier grand voyage de ma vie, en charter, enfin bon. Et c'est juste après la fac, et je lui ai proposé ça lui a plu. On a fait une émission le soir, parce que lui, il s'entourait de plein de jeunes chroniqueurs, mais il y en a plein qui sont passés par lui. Les Philippe Vandel, les Christophe de Chavannes, ils ont tous fait au moins une apparition avec lui. Et on a fait péter le standard, parce que si vous voulez, entre les Brian Jones, les Jimi Hendrix, les Jenny Joplin, les batteurs de Led Zeppelin, etc. Enfin, ils étaient tous morts, quoi. Et tous morts à 27 ans en plus. Donc, c'était un peu
et toujours dans des conditions un peu particulières, un peu, on ne sait pas bien. Jim Morrison des Doors, vous voyez, c'est bon, et ça a passionné les gens, mais passionné les gens appelaient, on redemandait, etc. Mais une fois, donc il était ravi comme tout, Jacques, mais une fois qu'on a eu fait 2 heures, bah moi je suis parti. Puis voilà. Et puis 2 mois après, ou 1 mois après, Marie-Christine m'a rappelé, Marie-Christine Thomas, qui était sa réalisatrice, puis qui m'a dit alors, mais qu'est-ce que tu fais? On attend tes sujets, Jacques, il attend. Et puis, chemin faisant, je suis devenu un petit peu son bras droit, Jacques Pradel. C'est-à-dire que quand il n'était pas là, systématiquement, c'est moi qui le remplaçais. Alors d'abord sur Adrénaline le soir, mais surtout le matin, puisque l'année d'après, on est passé le matin, une très belle émission sur France Inter de 9h à 11h qui s'appelait Contact. Et on était toute une équipe de reporters à travailler pour lui et ça m'a passionné. Ça m'a passionné, mais je vais être très honnête, moi, une fois que je l'ai remplacé à plusieurs reprises, alors j'étais ravi qu'il revienne, mais du coup je redevenais un lieutenant, un second. Et ma personnalité fait que impatient, hein, je suis plutôt c'est-à-dire que je suis plutôt un meneur d'équipe. Moi, je suis plutôt comme disait Étienne Moujotte, mon patron beaucoup plus tard sur TF1, toi tu es un fédérateur, tu fédères les gens, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Il semblerait que quand je m'adresse à un public nombreux, j'ai les arguments convaincants, a priori, d'après ce qu'on me... On s'arrête, on écoute et on regarde. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Bon. Pierre Bellemare figure en tête des personnalités qui vous ont donné envie de faire ce métier. Et vous avez eu beaucoup de chance, vous avez travaillé pour lui et avec lui. Oui, alors d'ailleurs, par un concours de circonstances avec Jacques Pradel qui m'a aiguillé sur le fils de Pierre Bellemare qui s'appelle Pierre Destel, qu'on retrouve à la télévision, spécialiste avec M6 Boutique. Exactement. Et la boutique sur RTL TVI en Belgique aussi. Eh ben voilà, donc lui on le salue aussi, s'il nous regarde, ça va lui rappeler des souvenirs. Et ils m'ont aiguillé sur le papa, sur Pierre Bellemare. Et moi, vous savez, bon, là, on ne peut pas raconter tout, mais il faut lire aussi un peu le livre. Hein. On ne raconte pas tout, je vous rassure. Voilà, mais bien avant, j'étais assez proche d'une comédienne qui s'appelait Marthe Mercadier, dont j'ai fait le photographe un petit peu, et qui m'emmenait sur les plateaux de télé, à radio, et notamment à Europe numéro 1. Et je dis numéro 1, parce qu'à l'époque, on disait numéro 1, maintenant on dit Europe 1. Si je ne veux pas faire trop vieux de la vieille, c'est pour ça que je précise. Enfin, entre nous, à l'époque, Europe numéro 1 se portait beaucoup mieux qu'Europe 1 aujourd'hui. C'est vrai, on est d'accord. Et donc, il y avait entre autres Pierre Bellemare, j'allais le photographier. Ce que je lui ai rappelé des années plus tard, mais évidemment, très gentiment, il m'a dit oui, je me souviens, mais il ne se souvenait de rien, ça c'est bon. Peu importe. Il avait une idée absolument géniale. On est en 83, 84, c'est vraiment le tout début. Des radios qu'on appelle les radios libres. En clair, la bande FM, Mitterrand est au pouvoir, il libère la bande FM qui avant était réservée soit à l'armée, soit aux stations d'État, c'est-à-dire les France Musique, France Culture, etc. Paf, là, alors, tout le monde y va de sa radio, parce que si on veut, là on se met un petit émetteur là, dans 10 minutes on fait une radio, hein. Il n'y a rien de plus facile que de faire une radio et ça coûte pas cher en plus. Hein. Mais sauf que très rapidement, à part passer des disques, les radios s'essoufflent. Alors quand vous êtes à Paris, vous avez plus ou moins accès, mais quand vous êtes au fin fond de je ne sais quelle région française où les people ne vont pas, sauf pour une raison précise, vous n'avez pas d'interview. Et lui, alors il s'est dit, voilà, je vais prendre quelqu'un de brillant, moi. je plaisante. Hein. Si, vous aviez de la ressource parce que vous vouliez toujours arriver là où vous vouliez arriver. Oui. Vous n'hésitiez jamais à prendre votre téléphone ou à demander à des contacts qui pouvait vous aiguiller vers un tel ou un tel. Mais bien sûr. Et c'est comme ça, finalement, que... Attends, mais je vous termine juste, Bellemare. Donc, il s'est dit, il m'a engagé pour faire quoi? Par exemple, vous, je vous aurais interviewé. Et l'interview qu'on aurait faite, on l'aurait distillée moyennant finance à toutes les radios, enfin toutes les radios qui le souhaitaient, locales de France. Et là, vous aviez 2 possibilités. Soit vous disiez, on retrouve Philippe Risoli qui a rencontré Jean Rochefort, je suis Jean Rochefort parce que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué positivement. Une de mes belles rencontres dans ce métier, c'est Jean Rochefort. Donc Jean Rochefort, voilà, donc Philippe Risoli, Jean Rochefort. À l'époque, c'était pour un film qui s'appelait Réveillon chez Bob de Granier de Fer avec Guy Bedos et d'autres. Soit vous disiez, non, on n'en veut pas de Risoli. Alors, vous enleviez, moi j'envoyais aussi mes questions par écrit, vous enleviez ma voix et l'animateur local prenait ma place. Et ça me semble un peu limite quand même. Hein. Il faisait semblant de faire l'interview alors? Non, il faisait pas. Oui, il faisait un peu semblant de faire l'interview. Mais
on le savait, si vous voulez, on le savait, c'était le jeu. Il pouvait mettre sa voix à la place de la mienne. Donc voilà, j'ai fait ça pendant au moins 2 ans. Jean Rochefort, rencontre marquante de votre carrière, tant il a été délicieux avec vous. Il a été charmant, j'ai passé une journée complète dans ses haras, chez lui, on a déjeuné ensemble, j'y allais moi pour 10 minutes, puis j'avais les jetons, je démarrais, personne ne me connaissait, mais j'avais réussi à avoir son numéro par l'oncle de ma petite amie de l'époque, qui d'ailleurs maintenant est ma femme, voilà. On avait réussi comme ça à l'approcher, il m'a reçu divinement, il m'a parlé de tout ce que j'avais envie, il m'en a raconté bien plus que ce que je n'attendais. J'ai fait un reportage fantastique et comme dans le film il y avait Guy Bedos, et je ne savais pas comment aborder Guy Bedos, je lui avais dit, sur le coup il n'avait pas réagi et au moment de le quitter, il m'a glissé le numéro de téléphone de Guy Bedos en me disant appelez-le de ma part, avec sa voix comme ça. J'ai adoré, puis de toute façon c'est un excellent comédien, j'ai vu la plupart de ses films, pour ne pas dire l'intégralité de ses films. Voilà, vous voyez, ça c'est l'avantage de ce métier, vous rencontrez des gens qui... Alors il y en a d'autres qui m'ont moins marqué, malgré l'amour que je leur portais, si vous voulez. Ça arrive parfois. C'est la vie, c'est comme ça, hein, voilà. C'est Sim qui vous a ouvert les portes de la télévision? Alors c'est pas Sim, il m'a... je serais tenté de dire, il ne m'a rien ouvert du tout, Sim. Mais par contre, c'est parce que j'ai travaillé avec Sim que j'ai été au courant qu'il y avait un casting. Pourquoi? Parce que le réalisateur était un monument aussi que j'étais vraiment heureux de rencontrer, de la télé des années 60, 70, 80, qui s'appelait Georges Folgoas. Vous vous souvenez de Au Théâtre ce soir, c'est lui, tout ça, c'est lui. Georges et Claude Folgoas, sa femme, c'était l'équivalent des Carpentiers, si vous voulez, en matière... Et là, ils avaient fait une émission d'été qui s'appelait Cocktail Maison, diffusée sur TF1, et je suis devenu, c'est pareil, je ne vais pas raconter le détail, il faudra lire le livre, mais en le voyant, j'ai réussi à me faire engager comme assistant de production. Mais en fait, très rapidement, comme c'est Claude Folgoas qui programmait, et Claude Folgoas avait une bonne connaissance, on va dire, de l'ancienne variété française, les Charles Aznavour, les Enrico Macias, tout ça, il connaissait bien. Mais par contre, les petits nouveaux, là, les Étienne Dao, les Mylène Farmer, tout ça, à l'époque, elle les connaissait moins, quoi. Alors moi, je les connaissais parce que moi, j'arrivais de Sud Radio, je les avais déjà rencontrés, je les avais donc Céline Dion, par exemple, qui est venue, enfin bon. Et donc, je suis devenu un petit peu coprogrammateur de l'émission et surtout, je suis devenu presque l'assistant de Sim parce que je l'aidais, parce que autant Sim était très à l'aise quand on a reçu Gérard Jugnot avec qui il faisait les grosses têtes, alors là il était hyper à l'aise, c'était son pote, quand on recevait Enrico Macias c'était de la rigolade pour lui. Mais quand vous receviez Mylène Farmer, qui est déjà en plus pas facile à interviewer déjà à l'époque, il la connaissait pas bien, c'était pas son registre. Quand Étienne Dao, pareil, Marc Lavoine, j'en parle pas. Enfin bon, c'est là où j'étais proche de lui. Et c'est moi qui lui préparais ses questions. Il disait oriente-le là-dessus, fais ci, fais ça, etc. Et je suis devenu très ami avec la fille du réalisateur qui était la script, Agnès Folgoas, et qui un jour m'a dit que son mari, travaillant sur une nouvelle chaîne Canal+, qui devenait d'arriver, il y avait un casting d'organiser pour une émission. Je ne savais même pas ce que c'était, mais tout de suite, elle m'a dit, parce que vous voyez comment je suis là, j'étais pareil déjà à l'époque, mais toi, il faut que tu fasses de la télé, de la radio. La radio, j'en faisais déjà, mais pas au niveau que je souhaitais faire, parce que j'étais reporter finalement. Voilà, donc j'ai fait ce casting, et Pierre Lescure, je ne le remercierai jamais assez, d'avoir décidé que ce serait moi, parce que c'est celui qui vraiment, grâce à qui j'ai fait de la télévision, on ne va pas le cacher, c'est Pierre Lescure. Le 10 février 86, c'est l'une des dates les plus importantes de ma carrière. C'est ma toute première émission que j'ai enregistrée quelques jours avant, mais au moment de la diffusion, mes parents sont là, j'ai fait un dîner chez moi, il y a... ma femme, donc, j'ai toujours une hésitation parce que je me suis marié il y a 3 ans, vous voyez, mais c'était... Mais si, la femme, votre femme, la femme de votre vie. Voilà, oui. Donc elle était là déjà, mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs. Alors mon père, ma mère, et donc, tchac, on met la télé sur Canal+, on avait le décodeur, j'avais vérifié que ça marchait, parce que le décodeur à l'époque c'était un peu spécial, quoi. Et alors que j'avais été hyper à l'aise dans les enregistrements, alors que j'avais jamais fait de télé, enfin très peu, on verra que j'avais eu 1 ou 2 petites expériences, mais rien, j'étais pris de tremblement, je n'arrivais pas à regarder. Je suis parti dans ma chambre plus loin, j'ai dit vous me raconterez, je reviendrai après. Je suis revenu après.
Quelques années après, c'est sur TF1 qu'on vous a retrouvé pour longtemps. Voilà. Mais alors là, c'est plus dans le livre, ça. C'est plus dans le livre. Ça sera le deuxième. Géopardy, Millionnaire, le Juste Prix, Succès Fou, avec vos camarades Patrick Roy et Christian Morin. Les années 90, comme on dit en Belgique, sont celles du succès pour vous? Comment vous les avez Oui, il y a eu bien d'autres émissions. Oui, bien sûr. La Nouvelle Affiche, Interville, SVP Comédie, Capitale d'un soir, qui étaient des prime time aussi. Viva la vie, Les Animaux de mon cœur, tout ça sur TF1. Et avant, sur Canal, il y avait eu Star Quiz, il y avait eu Direct, il y avait eu le cinéma sur Canal, il y avait eu des émissions spéciales. Oui, je compte pas les émissions spéciales, genre les premiers Restos du Cœur, par exemple. C'était co-présenté par Jean-Pierre Foucault et moi. Ça, avec le fameux ministre Michel Charasse, ministre de l'Économie et des Finances, qui avait mis ses bretelles aux enchères, ça tous les Français s'en souviennent. Donc voilà, oui, ce sont mes années fastes en télévision, avant qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne perturber tout ça en 2001-2002, quoi. Mais ça fait partie du métier. Certains vivent très mal le succès. On apprend dans j'ai très bien vécu dans le succès, ce livre que vous n'avez jamais touché à l'alcool. Jamais, non mais c'est pas là, ça n'a rien à voir avec la télé, même petit, même maintenant, je bois pas d'alcool. Mais donc vous, le succès a toujours été quelque chose d'agréable? Ah oui, bien sûr, le succès a toujours été agréable pour moi. C'est toujours beaucoup plus agréable de connaître le succès que l'inverse. Donc voilà. Cela dit, après je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ça sera l'objet de du livre qui va suivre. Mais j'ai toujours, à part, j'ai eu 2 années difficiles, 2003-2004 si vous voulez, mais après j'ai fait plein de trucs. Il y a eu Gulli, où j'ai repris l'école des fans. Je crois que c'était retransmis en Belgique. En Belgique, aussi, sur la chaîne Club RTL, bien sûr. Voilà, ça a été un vrai succès. Pas la force de frappe de TF1, qui est la première chaîne d'Europe, évidemment, mais quand même un beau succès. Il y a eu Les Copains d'accord sur RFM TV, il y a eu de la radio. Vous voyez, c'est pas parce qu'on vous voit moins en tête d'affiche que vous n'êtes plus là. Il y a quelqu'un en Belgique que vous avez beaucoup aimé, c'est Morane, que vous avez vu débuter. Morane, elle a commencé avec moi sur La Nouvelle Affiche. C'est une femme que j'aimais beaucoup. Elle était venue avec un monsieur qui s'appelle Peter Lorne, qui dansait, qui chantait, qui a écrit pour elle, qui a écrit pour d'autres, que je croise de temps en temps toujours. On évoque Morane. Quelle voix, mais quelle tristesse de savoir dans Alors, vous voyez, vous me parliez de mon père a 93 ans. 93 ans, je serais tenté de vous dire, c'est presque à l'heure actuelle un âge. C'est magnifique pour un homme. Voilà, normal de disparaître. Mais Morane, quel âge elle avait? Elle était jeune. Elle était jeune. Alors, mais moi, j'ai jamais bu une goutte d'alcool. Elle, je vais pas entrer dans le détail, mais elle aimait bien quand même. Pour diverses raisons. Ça peut être de la mélancolie, ça peut être de la tristesse. J'ai pas souvenir qu'elle ait fondé une famille. Vous savez, c'est important quand vous avez le vague à l'âme, quand ça va pas bien, d'avoir des gens autour de vous qui sont pas des gens du métier, parce que les gens du métier vous flattent. C'est Il est l'homme, Monseigneur. Ouais, c'est Yves Montand face à De Funès dans La Folie des Grandeurs. Mais alors aussi, mais vous savez, moi je dis les choses vraiment. Je pense que ce qui a fait que le public est toujours présent quand je fais du théâtre maintenant, voilà, c'est que j'ai toujours parlé vrai en fait. C'est-à-dire que je dis ce que je pense, ce qui ne m'a pas valu que des amitiés dans ce métier, parce que parfois quand vous dites les choses, mais les choses elles sont ce qu'elles sont, il y a des faits, ça c'est peut-être mes 10 ans de droit qui font que pour moi un fait il est là, après on peut l'interpréter comme on veut, il y a 50 000 façons de l'interpréter, mais il y a aussi des réalités. Et la réalité c'est qu'au fond de moi je pense que Morane n'était pas une femme heureuse. Elle avait un talent fou, mais elle n'était pas totalement épanouie, comme son talent aurait dû normalement lui permettre de l'être. Voilà ce que je pense. Les gens savent que vous ne trichez pas, que vous les aimez, que vous leur parlez. Vous écrivez « J'ai le sens du contact avec les inconnus ». Ouais, j'adore ça. Une connexion quasi instantanée aux autres. Ouais, ah oui, ça c'est un don. Oui, mais je pense que quand on fait ce métier, au risque de paraître prétentieux, la vie, c'est une suite d'inégalités. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Vous avez du charisme ou vous ne l'avez pas, vous avez le don ou vous ne l'avez pas. Après, c'est du travail et après, c'est le petit zeste de chance supplémentaire qui va faire que vous allez être là au bon moment, au bon endroit. Si vous arrivez 5 minutes trop tôt, ça ne sera pas vous. Si vous arrivez 5 minutes trop tard, ça ne sera plus vous non plus. Il
faut être là, the right man in the right place. C'est ça qu'il faut faire. Bon, et moi je pense que, c'est pas je pense, c'est maintenant, tu sais, à l'âge que j'ai, ma carrière elle est plus derrière moi que devant, j'ai le droit de me permettre de dire les choses, ça me changera rien. Hein. Donc je le dis franchement, oui, j'aime bien être au contact des gens, c'est ce qui me plaisait dans les jeux, parce qu'au départ je ne pensais pas des jeux que je pensais faire, je pensais plus m'orienter vers le talk show, et que j'ai une certaine aisance pour m'exprimer, voilà. Et comme je lis beaucoup, je vais au cinéma, je sors, je voyage, etc., je pense avoir une culture générale, un éventail qui puisse me permettre de toucher à peu près à tout, le sport, voilà, ce qu'on veut, la politique, qui m'intéresse de plus en plus d'ailleurs. Plus la politique me déprime, plus elle m'intéresse. C'est drôle ça. Suite de cette interview depuis le café Le Rostand face au jardin du Luxembourg. Exactement, on a changé d'endroit, mais c'est sympa. Oui, histoire de boire un petit café et de se rafraîchir. Le Juste Prix s'arrête le 31 août 2001. Exact. Pourtant, vous étiez l'un des chouchous d'Étienne Moujotte, votre patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Chouchou, c'est exagéré. C'est exagéré? Oui. Alors, il ne savait pas apprécier les bonnes audiences que vous offriez à la chaîne. Non, c'est pas ça. Mais si ça vous ennuie pas, je préfère à ce moment-là qu'on se revoie au moment de la sortie du tome 2. Parce que là, mon livre, il va pas du tout jusque-là. Tiens, tu vois, on a le café en direct, on a tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, le livre ne va pas jusque-là. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Donc, je disais, le livre ne va pas jusque-là. Ça sera la suite. Donc, il faudra revenir. Comme ça, on pourra reprendre un petit verre, un petit café crème, tranquille. En revanche, c'est un événement important dans votre vie. L'année de vos 50 ans, vous arrêtez de fumer. Exact, oui. En 2004, effectivement. Oui, j'arrête de fumer parce que c'est l'année où en France, on a commencé à interdire de fumer dans les lieux publics, de fumer au restaurant, dans les avions, dans tous les moyens de transport, etc. Et moi, je fumais beaucoup à l'époque. Et j'ai décidé d'arrêter net. Et donc, le 24 janvier 2004, j'ai arrêté, je n'ai plus jamais touché une cigarette de ma vie. Ce qui fait que, alors ça a évidemment plein de bons aspects, et j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent aujourd'hui à arrêter de fumer, parce que c'est un désastre. Hein. Moi je suis allé dans différents CHU, j'ai vu des gens en fin de vie à cause de cancer du poumon, à cause de tabagisme, à cause de tout ça. C'est pas drôle du tout. Mais moi c'est pas la raison qui m'a poussé à arrêter, je dis c'est les interdictions. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de dire, je suis assez respectueux des lois, mais je savais que là, j'avais besoin de fumer. Donc j'ai arrêté net, mais ça n'a pas, il faut être honnête, ça n'a pas que des bons côtés. C'est-à-dire que moi qui étais très mince, qui pouvais manger sans aucun problème ce que je voulais en quantité souhaitée, eh bien à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre du poids, et même là j'ai encore un peu trop de ventre, mais je suis obligé de faire attention. Et ce midi, parce que là on est en début d'après-midi, ce midi j'ai mangé une pomme, parce que je me dis, comme là je vais faire pas mal de télévision pour la sortie de ce livre, j'ai pas envie de dire, il a grossi. Puis même on est mieux quand on est, voilà. Donc il y a des petits désavantages. Mais quand même, le conseil global, c'est arrêter de fumer. Voilà. Votre maman a été euthanasiée, c'est ce qu'on apprend. Non, elle n'a pas été euthanasiée. Je termine et après vous me dites, c'est ce qu'on apprend dans ce livre. Pourtant, votre maman et vous n'avez jamais évoqué la fin de vie. Non, mais ma mère n'a pas été euthanasiée, c'est moi qui pense. Non, mais c'est pas parce que je le pense qu'elle l'a été. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le sentiment intime que ça s'est passé comme ça. Mes amis, mais elle avait rien demandé, a priori, on n'avait rien demandé à personne. Puis en France, c'est interdit, encore au moment où on se parle. Mais mes amis médecins me disent, tu te fais des idées, c'est impossible. Mais ça, je vais vous laisser le découvrir dans le livre. Il y a un tel concours de circonstances que je suis en train de lui parler, je sors 5 minutes, je reviens, elle est décédée. Enfin, en présence de... Mais encore une fois, ça je préfère... C'est à lire, évidemment. Je préfère qu'on le découvre. Voilà. Vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir exercé comme avocat, vu la passion et l'énergie que vous avez mis dans vos études? De temps en temps, je me dis tiens, alors surtout dans les moments où ça va pas bien, je me dis tiens, si j'avais été avocat, je ne serais pas confronté à cette situation ou à ce problème, mais j'aurais été confronté à d'autres situations et à d'autres problèmes. Mais non, ça m'aurait bien plu
Disons que c'était un second choix, avocat. C'était un plan B, voilà. Mais je l'aurais fait avec autant d'énergie, autant de conviction, autant de passion pour défendre ceux que j'aurais eu à défendre, quelle que soit l'infraction commise, que j'en mets là à vous parler. Je pense que la passion, on la sent quoi. Dans ce que je fais, j'aime ça et ça me fait plaisir. Et ça me fait. Tiens, je vais venir en Belgique bientôt. Et je suis sûr que je vais rencontrer. Parce que, alors, là, je peux déborder parce que je le dirai dans mon second livre. Pendant toutes mes années, même encore maintenant, c'est incroyable ce que j'aurais reçu de courrier de nos amis belges. Mais c'est dingue, c'est le nombre de fois où j'ai. Ouais, quand je faisais millionnaire, alors. C'est dingue. C'est vraiment. Je veux dire, c'est pas de la flagornerie, mais les Belges sont globalement des gens sympathiques. Et moi, c'est toujours ce que j'ai ressenti à leur contact. Il faut penser que je suis allé enregistrer un album de chansons là-bas, au studio Dada à Bruxelles. J'ai passé presque un mois à Bruxelles, à travailler la musique et tout. Et j'ai adoré cette période en 2005. J'ai adoré. Et là, je suis ravi, je vais aller y passer 2 jours. Et je suis content comme c'est pas permis. Alors, en 2019, vous m'expliquiez que vous aviez envie de jouer dans une série télé. Oui, ça fait toujours partie de vos envies. Oui. Enfin, c'est pas que j'ai envie, mais disons que ça vous tente très bien. C'est un registre que j'ai pas encore exploité. Je me suis mis à faire du théâtre. Ça fait 10 ans maintenant, 2013-2023. Ça fait 10 ans. J'ai joué 4 pièces de théâtre différentes. Bon, je peux le dire avec succès puisque les salles étaient pleines un peu partout à travers la France. Et c'est vrai que ça m'amuserait, je ne vais pas représenter une variété, je l'ai fait, c'est plus, bon, et puis c'est plus de mon âge. Tandis que rentrer dans la peau d'un personnage qui aurait mon âge, oui, je pense que ça, non seulement ça m'amuserait, ça me ferait plaisir, j'ose croire que ça pourrait intéresser les téléspectateurs, reste à convaincre un producteur, un auteur, car bon, pour être honnête, on ne m'a jamais rien proposé de ce côté-là. J'ai d'autres propositions. Les pièces de théâtre, là, je pourrais vous en montrer 3 qu'on m'a proposées là dans ces dernières semaines. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Je ne sais pas laquelle sera montée, mais j'espère qu'il y en a une qui sera montée. Mais c'est vrai que ça me plairait bien, oui, de participer à un téléfilm, une série, soit en guest, soit un personnage récurrent. Voilà. Et la musique, la page n'est pas tournée, vous continuez à en faire? J'en ferai tout le temps de la musique. Je fais 1h30 de guitare tous les jours. J'écris toujours des textes et un jour, je me ferai peut-être une petite scène comme ça. Mais un truc intimiste, tu vois. 2 guitares, une contrebasse, une petite batterie, une caisse claire. Et puis voilà, parce que tous les gens qui prennent le temps d'écouter mes albums me disent c'est vachement bien. Pourquoi on n'entend pas ces chansons-là? Pourquoi on les entend pas? J'en sais rien. Je peux pas. Il y a des questions comme ça, on ne peut pas répondre. Pourquoi on les entend pas? Parce que j'ai l'étiquette animateur, comédien. Alors je vois bien là le livre, il est accepté. D'abord, je suis vraiment content parce que tous ceux que je vois actuellement ont pris plaisir à lire ce livre. C'est mon cas. C'est ce qu'ils me disent. Beaucoup de plaisir à lire ce livre. Oui. On est avec ce livre comme dans un film, le film de votre vie, le film de notre vie, film de votre famille. Là, tu peux pas me faire plus plaisir de me dire on est dans un film, parce que c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Il y a des décors, il y a du suspense, il y a des couleurs, il y a des parfums. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et ce que je fais dans mes chansons, c'est ça, c'est des petits scénarios, des petits trucs, sauf qu'on les connaît pas, mes chansons. Mais on les connaîtra peut-être un jour. Dites bien à mon fils que je l'aime, c'est le titre de ce livre. La couverture apparaît en ce moment sur cet écran. C'est un éditions de l'Archipel. Je les remercie parce que je ne les connaissais pas. Je leur ai envoyé le manuscrit. C'est pas eux qui m'ont demandé. C'est pas une commande. C'est moi qui leur ai envoyé ce manuscrit quand j'ai décidé d'écrire au moment où mon père était souffrant. Et Jean-Daniel Belfond, qui est le patron des éditions de l'Archipel, m'a appelé en me disant écoutez, moi j'ai aimé ce livre, je vais vous publier. Ça a été le premier en fait. C'est un beau cadeau de la vie. Ça a été le deuxième, parce que la première à lire ce livre, c'était ma femme, Anne. Oui. J'embrasse. Qui est bien présente dans ce livre. Et d'ailleurs, c'est beau avoir une telle longévité en amour. Dans ce métier. Oui. Là où les tentations sont nombreuses. Ouais. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir renouvelé et à renouveler pour plus tard, l'année prochaine, le tome 2, qui sait. La suite. Merci Philippe. Et c'est moi qui te remercie. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt.